Bonjour mes amis, alors avant d'aborder le sujet principal, je voulais vous raconter un petit peu ma cuisine interne. Bon, lundi, donc je voulais faire, après le bombardement américain, je voulais faire la vidéo pour cette semaine. Et puis, comme les événements vont très vite, j'ai attendu encore une journée, donc j'enregistre le mardi, avec l'annonce, le mardi matin, heure d'Europe occidentale, le, le cessez-le-feu, le projet de cessez-le-feu. Donc, pour vous dire que bon, enregistrer une vidéo qui est calquée assez proche des événements de l'actualité, c'est toujours un peu délicat. Voilà. Donc ça, c'est ma petite cuisine interne. Bon, c'est pas très important, mais c'est juste pour vous dire que, en fait, c'est ma deuxième vidéo. En fait, c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. Alors, la guerre Iran-Israël, l'intervention américaine, Trump. Alors en fait, je voudrais plutôt me focaliser sur l'action de Trump. Parce que, bon, pour ce qui concerne la guerre, une sorte de blitzkrieg entre l'Iran et Israël, même si le terme n'est pas très approprié, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, un petit peu. Donc je voudrais pas parler du droit international bafoué, le droit des États pour faire des guerres préventives, tout ça. Je le laisse à des experts très inspirés. J'ai mon idée bien entendu, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Je veux pas rentrer dans ce sujet. Qui est l'agresseur, qui est l'agressé, tout ça. Encore une fois, j'ai une opinion personnelle, bien sûr, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Non, le sujet de cette vidéo, c'est d'essayer de vous montrer ce que Trump a fait et comment Trump a procédé depuis le départ, et je dirais même pas le départ des échanges guerriers entre Israël et l'Iran, non, mais bien avant. Et il faut remonter un petit peu plus en arrière pour comprendre un petit peu le mécanisme Trump, si j'ose dire. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant à analyser. En tout cas pour moi, dans le cadre de ces vidéos que je fais depuis plusieurs années. Alors, il faut rappeler que Trump voulait faire un deal avec l'Iran déjà il y a longtemps pour justement réguler le programme nucléaire. Il faut savoir que le nouveau directeur général de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, qui est un Argentin et un ingénieur, avait alerté les différents États membres de cette organisation, c'est une agence de l'ONU, pour leur dire tout simplement que le programme nucléaire iranien n'était pas du tout un programme pacifique, hein, mais un programme militaire, en tout cas d'inspiration militaire. Parce que le nombre de centrifugeuses qu'ils avaient était énorme, les moyens qu'ils mettaient dedans, la façon de cacher le programme aussi. On ne cache pas un programme civil, hein, on va cacher seulement un programme militaire. Donc tout ça, c'était clair, malgré ce que certains évoquent ici ou là en disant que le programme nucléaire iranien est totalement pacifique. Ouais, enfin, ça me rappelle un peu la scène dans Le Dictateur avec Sacha Baron Cohen qui joue le rôle du dictateur, donc une sorte de croisement entre Kadhafi et Ahmadinejad, l'ancien président iranien, et en disant oui, non, c'est totalement pacifique, et il se met à rigoler, évidemment que c'est faux. Bon, évidemment, personne n'est dupe, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui y croient encore. La naïveté ou le cynisme, ou peut-être un peu des deux, dans tout ce qui concerne les relations internationales est absolument effarant. Enfin, moi, ça me surprend à chaque fois un peu plus. Bon, donc évidemment que Trump était concerné par ça, mais c'était évident. Donc il a voulu faire un deal, et il a donné 60 jours aux Iraniens pour négocier un deal avec les Américains. Bon. 60 jours sont passés, il n'y a pas eu de deal, les Iraniens étaient très difficiles, ce sont des gens très bons négociateurs qui cherchent essentiellement à gagner du temps. Pourquoi ? Parce que le temps travaille pour eux, le temps long.
Ils savent qu'une démocratie comme les États-Unis, par exemple, Trump, dans 4 ans, il sera plus là. Dans 2 ans, il y aura les midterms, il y aura peut-être une majorité démocrate, il va être empêtré dans des histoires d'impeachment. Tout ça, ils le savent, ils s'en doutent. Donc, pourquoi négocier avec lui, puisque dans quelques années, il aura un président démocrate qui sera forcément plus mou et beaucoup plus, je dirais, compréhensif avec les mollahs iraniens, puisque de toute façon, pour eux, pour les démocrates, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon. Donc Trump, au bout de 60 jours, il dit il n'y a pas de négociation, on va vous taper sur la tête. Il avait prévu ça de longue date avec les Israéliens, et il a utilisé les Israéliens comme proxy pour justement faire comprendre aux Iraniens que la négociation était la seule chance pour eux d'aboutir à une issue, on va dire, plus favorable que la guerre. Parce que sans l'aval des Américains, Israël n'aurait pas pu faire tout ce qu'ils ont fait, bien sûr. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Et donc l'opération israélienne contre l'Iran a commencé, avec le succès que l'on connaît. Et puis, pendant cette intervention, donc pendant une dizaine de jours, Trump a soufflé sur le chaud et le froid, en disant d'un côté, ouais, c'est triste la guerre, parce que lui, évidemment, il a fait une campagne contre la guerre. C'est triste, mais il faut négocier, il faut revenir à la table des négociations. Voilà comment il adressait ses messages à l'Iran. D'un autre côté, on avait l'Iran qui disait non, pas question de négocier avec des bombes sur nos têtes, etc. etc. Bon. Évidemment, les missiles continuent à pleuvoir, les drones continuent à arriver en Israël, avec tout le stress que ça implique, les sirènes, les gens dans les abris, etc. etc. Et puis les dégâts économiques, puisque les gens qui sont dans les abris ne peuvent pas travailler correctement. Tout était fermé, puisque l'état d'alerte en Israël implique que les gens soient pratiquement confinés comme pendant le Covid, hein. Juste les travailleurs essentiels. Plus rien ne marche en Israël pendant l'état de guerre. Il faut le savoir, ça aussi. Donc tout ça, c'est compliqué pour ce petit pays qui dépend beaucoup aussi du tourisme. On rentre dans la saison touristique et les avions ne volent pas. Donc ça, c'est compliqué aussi. Donc on a cette politique de souffler le chaud et le froid par Trump. Et puis, au fur et à mesure, on comprend que Trump pourrait tenter de bombarder les installations nucléaires iraniennes, parce que finalement, on se rend compte que leur programme nucléaire est vraiment dangereux pour tout le monde. Et pas seulement pour les Israéliens, pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, il y a les Européens qui dansent entre, d'un côté, oui, il faut cesser les attaques militaires, et puis d'un autre côté, il faut remettre la diplomatie, alors que la diplomatie a toujours échoué avec l'Iran, puisque comme je l'ai expliqué à l'instant, l'Iran utilise la diplomatie pour gagner du temps, et pas pour négocier, ils s'en foutent. Mais ça, c'est quelque chose que, apparemment, c'est marrant parce que, en fait, quand on regarde l'histoire de l'Europe, on a beaucoup de diplomatie qui aboutit toujours à la guerre. Donc, en fait, ça sert à rien. Et regardez un livre d'histoire, le XXe siècle est extraordinairement intéressant pour ça, parce que c'est une succession d'accords, de traités, et puis de guerres. Voilà, de traités qui sont déchirés, et puis de guerres effroyables. Donc oui, il y a un temps pour la diplomatie et il y a un temps pour la guerre. Et comme disait... je pense que je me souviens plus si c'est Bismarck, Metternich, bon bref, peu importe. La guerre, c'est la diplomatie par d'autres moyens. Donc c'est effectivement toujours intéressant de reprendre les vieux proverbes ou les mots célèbres de l'histoire, parce qu'en fait, les anciens savaient comment traiter ce genre de problème.
Et bon, effectivement, on voit que les Européens eux, ont oublié tout ça. D'ailleurs, à ce propos, lorsque l'Europe veut augmenter son budget militaire et se réarmer, si c'est pour faire de la diplomatie, ça sert à rien de se réarmer, hein. Gardez votre argent et faites autre chose avec. Mais ne comptez pas sur les dirigeants européens pour intervenir militairement dans des situations où il faut intervenir militairement et pas faire de la diplomatie. Bon, donc voilà, ça c'est un aparté. Mais le point principal que je voulais dire, c'est que Trump donc décide de bombarder finalement. Alors il dit quelque chose d'assez amusant, c'est il dit oui, je vais prendre ma décision sous 2 semaines. Et puis, alors qu'il avait déjà pris sa décision. Et il y a des mouvements de bombardiers B2 qui décollent avec très peu de carburant parce qu'ils sont chargés avec leur super bombe et leur bunker buster, comme ils disent. Et puis, finalement, les avions traversent la moitié de la planète pour être prêts à bombarder. Puis ils bombardent un samedi soir. Dimanche matin très tôt ou alors un samedi soir pour les États-Unis, hein, avec le décalage horaire, vous avez compris. Donc évidemment, alors il appelle ça Midnight Hammer. Bon, là aussi le marteau du minuit, bah, c'est joli. Bon, c'est marrant quoi. Ça pourrait être un film, je sais pas de quoi, mais ça pourrait être assez drôle. Et alors qu'il a pas bombardé à minuit, mais bon, peu importe. Mais finalement, donc, les bombes sont larguées, les missiles Tomahawk sont envoyés, donc voilà, il y a plein de destructions. C'est très hollywoodien. Trump s'adresse à la nation en disant ouais, on a fait un super boulot, on a réussi, merci à Dieu, merci. Bon, ça aussi, il faut le noter. Bon, les Américains sont des gens qui pratiquent plus la religion que les Européens, donc évidemment qu'ils vont remercier Dieu. Donc de là à dire que c'est un fanatique religieux, c'est facile, c'est stupide. La presse française est ridicule. En ayant dit ça, c'est tout à fait normal. Dans un contexte américain, c'est tout à fait logique. Donc voilà, et puis le lendemain, donc les attaques recommencent, les missiles, les drones du côté iranien, les bombardements israéliens de l'autre côté, lesquels sont ciblés d'ailleurs, alors que l'Iran balance ça sur des zones résidentielles. Donc là aussi, c'est quelque chose. On n'a pas entendu trop de protestations en Europe, mais bon. On peut le dire clairement ici. Et puis il y a le lendemain, il y a ce cessez-le-feu qui est déclaré par Trump et qui, à l'heure où je vous parle, tiendrait plus ou moins. Mais ça demande à être vérifié. Mais il faut tirer les leçons suivantes. D'abord, Trump est un homme qui est décidé. Quand il dit quelque chose, il fait quelque chose. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va changer d'avis ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je l'avais dit dans une précédente vidéo, Trump est quelqu'un qui a des valeurs. C'est pas un mec qui va changer d'avis toutes les 5 secondes ou qui va regarder les sondages ou les choses comme ça. Il va déterminer son action en fonction de principes très simples. C'est la parole donnée. Les Iraniens n'ont pas tenu leur parole, donc tant pis pour eux. La sécurité, parce que qu'est-ce qu'il cherche à faire Trump? C'est pas un homme de guerre, c'est un homme qui déteste la guerre, mais qui veut avoir la paix un petit peu partout pour faire du business. N'oubliez pas que l'Iran, c'est à côté du Golfe Persique, donc beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Donc tout ça, c'est du business potentiel pour les Américains et pour le reste du monde d'ailleurs. Donc pourquoi avoir une situation de chaos dans un endroit où on peut faire du business et on peut s'enrichir? Logique. Donc ils cherchent à avoir la paix pour que tout le monde fasse du business. Bon, donc ça me paraît tout à fait logique. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que Trump a réussi quand même à maîtriser, à faire un coup de bluff et à maîtriser ses équipes. C'est-à-dire il n'y a pas eu de fuite sur ses intentions réelles. Alors certains disent ouais, mais il a été influencé par Israël, etc. Pas du tout. Il avait déjà décidé tout depuis le départ. Il savait exactement comment procéder. Donc il ne faut pas surestimer
l'influence de Bibi, c'est probablement par le biais du renseignement qu'il a dû savoir ce qu'il fallait faire, Trump. Ils ont un service de renseignement quand même relativement efficace, donc avec ça, les Américains ont pu, peut-être avec l'aide des Israéliens et d'autres alliés d'ailleurs, probablement les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, ont dû certainement mettre leur grain de sel là-dedans, mais il est évident que c'est un travail de groupe, si j'ose dire, même si c'est les Américains qui en prennent l'entière responsabilité. À propos de responsabilité, Trump a pris la décision de bombarder, malgré l'opposition des démocrates, bien sûr, et aussi une partie de son électorat, ce qu'on appelle une partie de MAGA. On les appelle quelquefois les woke de droite. Moi, je les appelle simplement des isolationnistes. C'est très classique aux États-Unis depuis très longtemps. Des gens qui veulent intervenir nulle part et qui veulent laisser le monde se démerder. Bon, moi, sur le principe, je pense pas que ce soit absurde, et c'est très américain d'ailleurs, mais je pense que ça peut être dangereux dans certains cas. Alors il y a les libertariens qui sont toujours contre toutes les guerres et toutes les interventions. C'est là où je pense que le libertarianisme politique a énormément de failles. Il y a des circonstances où il faut intervenir, évidemment, où il faut utiliser une armée, voilà. Alors ça ne veut pas dire mettre des soldats sur le terrain. D'ailleurs, Trump l'a refusé dès le départ et l'a écarté très très vite, sans même avoir besoin de se justifier, puisque toutes les tentatives d'invasion ont été un échec. L'Irak, l'Afghanistan, c'est un échec américain. Je parle même pas du Vietnam, etc., bien sûr. Bon, tout ça, c'est clair. Et puis en plus, les Américains n'ont plus les moyens de faire ce genre de choses. Ça coûte très cher, ils n'ont plus les ressources humaines, ils n'ont plus les moyens financiers, donc tout ça, c'est très clair. Il y a un petit détail, c'est que ces super bombes, là, Bunker Busters, n'ont jamais été utilisées en réel. Donc c'était un moyen aussi pour son armée de l'air. Ces généraux est très très excités. D'ailleurs, on voit un général faire comme ça sur une carte. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, c'était drôle. Et bon, on sent que le mec était très excité à l'idée d'utiliser ces bombes sur de vraies installations. Donc ça, c'est aussi un moyen aussi de montrer, voilà, on est fiers, l'armée américaine est très forte. Elle réussit quelque chose parce que c'est vrai, techniquement c'est très compliqué à mettre au point, les avions, les bombardiers, les avions de ravitaillement, les avions d'escorte pour escorter les bombardiers, tout ça c'est très 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 compliqué à mettre en place, avec le ravitaillement en vol, la destruction des systèmes de défense sol-air, le renseignement, tout ça, c'est parce qu'il faut savoir où mettre les bombes, évidemment. Donc tout ça, c'est très très compliqué à faire, et donc évidemment, vive l'armée américaine. Bon, et vive la technologie américaine, bien sûr. Donc ça, Trump est très bon à faire ce genre de choses. Bon, donc on voit bien la fierté qu'ont les Américains. Alors, et même ces détracteurs de droite ont commencé à tourner un petit peu en disant « Ouais, bon, j'étais contre cette intervention, mais bon, j'ai voulu montrer l'absurdité de la guerre, on n'a pas à intervenir dans ce genre de choses. » Et puis d'un autre côté, bon, oui, mais c'est super, l'Amérique est vraiment un grand pays, très puissant, etc., etc. Bon. D'ailleurs, il faut souligner le rôle ambigu de certaines personnalités médiatiques de droite comme Tucker Carlson, Alec Jones, qui ont essayé d'influencer. Alors bon, qu'il y ait des voix discordantes dans le mouvement MAGA, évidemment, il y en aura toujours. Mais de là à vouloir prendre à partie le président, comme je dis toujours, il n'y a qu'un seul chef en cuisine, donc c'est Trump qui prend la décision et personne d'autre. C'est ce pourquoi on a élu ce type. On n'élit pas quelqu'un pour qu'il soit influencé par des journalistes. Bon, qu'il ait des avis différents, contradictoires, bien sûr, il va en avoir. D'ailleurs, c'est de bonne guerre, si j'ose dire, de recevoir des
des renseignements contradictoires de gens très différents. Évidemment, c'est son rôle. Mais à la fin, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend la décision et qui prend la responsabilité. Bon, c'est ni Alex Jones ni Tucker Carlson. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est très rapidement, c'est les conséquences. Alors on a vu que les Iraniens ont envoyé un missile sur une base américaine au Qatar. Tout ça c'était chorégraphié. Ils ont indiqué la trajectoire, donc on a pu intercepter. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, rien du tout. Tout ça c'était pour que l'Iran sauve la face, etc., etc. Donc tout ça, c'est clair et net. Alors maintenant, les conséquences, à mon avis, le job n'a pas été terminé. Donc l'Iran va gagner du temps pour reconstruire son outil industriel et son outil nucléaire. C'est évident pour moi. Donc on sera reparti pour la même chose dans quelques années. Bon, ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors le dernier point, c'est oui, le changement de régime en Iran. Bon, Trump avait très vite estimé que c'était pas son problème ni son objectif, même s'il y a eu des appels ici ou là au peuple iranien pour leur dire, vous savez, vous avez des dirigeants qui sont mauvais, bon ça tout le monde le sait, ça fait pratiquement 50 ans qu'on sait que c'est un régime qui est complètement absurde. Et d'ailleurs à ce propos, bon je veux pas faire une vidéo sur l'Iran parce que ce serait trop long là, mais l'Iran connaît une crise économique, écologique terrible. Terrible. Donc c'est pour ça que le changement de régime pourrait être très dangereux pour la stabilité du pays, ça c'est certain. Même si de toute façon les Américains n'ont jamais réussi à faire du nation building comme ils disent, c'est-à-dire créer une nation à partir de rien, alors qu'en fait c'est jamais rien. Derrière, il y a des histoires, il y a des civilisations, et surtout l'Iran, qui est une civilisation très ancienne et très évoluée. On pense à l'Empire perse, etc. Donc il n'est pas question de leur dire comment faire. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et les mollahs, ce sont qu'un passage. Le jour où ils seront suffisamment affaiblis, il y aura un coup d'État interne. Et puis bon, les choses reviendront un petit peu à la normale pour eux. Mais c'est un pays qui a beaucoup de ressources, et notamment des gens très compétents, très intelligents, très éduqués, des ressources, ils ont du pétrole, ils ont beaucoup de choses. Donc tout ça, ça demande qu'à être utilisé non pas par les gardes de la Révolution et les gardiens de la Révolution et une petite élite, mais par le maximum de gens pour redonner de la prospérité au peuple iranien, bien sûr. Bon, enfin bon, ça... on peut pas l'ordonner, on peut pas le provoquer avec des bombardements, ça c'est certain. Bien, donc voilà, je voulais vous faire un résumé. Maintenant, bon, est-ce que ça va apporter la paix? Oui, je pense que ça va apporter un répit, pas une paix, mais un répit. Il faut pas rêver. Enfin, je pense pas. J'aimerais bien, mais bon. Mais au moins, si on peut avoir un certain répit dans cette région, qui permettrait éventuellement de faire avancer certains accords, et surtout des accords commerciaux, industriels, ça pourrait être une bonne chose. Voilà. Et je pense que Trump veut pousser les sociétés américaines à investir dans cette région, parce qu'il y a de l'argent à se faire, comme je l'ai dit. Et n'oubliez pas, The Art of a Deal, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est quelque chose de très important pour Trump. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, cliquez sur la cloche pour être notifié, souscrivez à ma chaîne, faites tourner les vidéos parmi vos amis et même vos ennemis, on ne sait jamais, peut-être ils apprendront quelque chose. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt mes amis.